Bonjour Annie. Bonjour. Tu proposes cette semaine sur l'espace des possibles, Jardiner c'est possible, tu proposes un atelier. Et je suis très intéressée de cette rencontre avec toi pour en savoir plus. Alors j'ai animé dans un premier temps un atelier sur la communication non violente en direction des adultes. Mon parcours, moi, ce qui m'intéresse, c'est surtout en direction des enfants, c'est-à-dire comment je permets à mon enfant de pouvoir librement s'exprimer et de parler de ses émotions, de ses besoins et de formuler sa demande. À partir de la communication non violente. À partir de la communication non violente. Moi, j'ai une expérience d'une trentaine d'années de travail dans le monde de la petite enfance, donc plus spécialement à partir de la naissance jusqu'à 3 ans. Dans tous les domaines, que ce soit les pouponnières comme les crèches. Ah oui. Et puis en fait j'ai fait une observation sur un travail qui a été mené par Amy Pickler sur comment je permets à mon enfant de devenir autonome dès le premier âge. Donc c'est ton axe, l'autonomie de l'enfant. Voilà. Mon axe c'est effectivement l'autonomie de l'enfant parce que je pense qu'à partir du moment où on entend et on comprend le potentiel de l'enfant, qui pour moi est vraiment large, très très large, ça permet à l'enfant de pouvoir découvrir qu'il est capable et d'exprimer ses compétences à travers, dans un premier temps, l'expérimentation motrice et puis ensuite l'expérimentation verbale. Mais comme tout commence par le corps, c'est comment je permets à mon enfant, tout petit, à travers le corps, de savoir ce qu'il est capable de faire. Et l'adulte est là, bienveillant, mais juste en le laissant dans un cadre de sécurité pour que justement il n'y ait pas de danger physique, comment il expérimente au travers le corps son expression corporelle et ensuite son expression verbale. Donc tu proposes un peu un enseignement aux parents, comment ça se passe ? Alors j'ai plutôt envie de dire que plutôt qu'un enseignement, parce que ça risque d'être assez didactique et puis je ne détiens pas la vérité, donc je parle en partant de mon expérience en tant que maman, puisque j'ai 2 grandes filles qui maintenant ont une vingtaine d'années, savoir ce que j'ai pu apporter à mes enfants et puis au travers de mes expériences professionnelles, comment j'ai pu aussi induire auprès des parents, juste par l'expérimentation et laisser faire, que les parents puissent se rendre compte que finalement c'est fluide pour les enfants de laisser faire. Et quand je dis laisser faire, c'est pas tout laisser faire et n'importe quoi. C'est dans un cadre en posant des limites, bien sûr, à la fois des limites physiques pour qu'il n'y ait pas de danger et à la fois des limites, je dirais, qui aussi proposent un cadre, un contenant. Voilà, un contenant, merci, pour que l'enfant et l'adulte se sentent en sécurité, c'est-à-dire que permettre à l'enfant, par rapport à mes peurs, par rapport à ce que moi je peux accepter de laisser faire à mon enfant, comment je peux le laisser expérimenter, en sachant qu'on part quand même de son histoire personnelle, c'est-à-dire qu'on peut laisser à son enfant le libre choix, mais si on est convaincu qu'on a déjà réglé une certaine problématique en soi. Ça fait toujours appel à son enfant intérieur, c'est-à-dire comment moi je me suis rendu compte que j'ai des peurs et je ne peux pas les dépasser et que ces peurs-là, je peux les projeter sur mon enfant. Donc à partir du moment où j'arrive à faire le point et prendre conscience que ce sont mes peurs et pas les siennes, et que je ne vais pas projeter mes peurs sur cet enfant, du coup je peux être à l'aise avec ça et je peux me laisser expérimenter en toute tranquillité. En fait c'est chaque moment qui est en jeu du coup dans la relation. Exactement, c'est prendre conscience de ce qui se passe et comment j'interviens, pourquoi je le fais. Est-ce que c'est pour le protéger lui ou est-ce que c'est pour me protéger moi? Et sur ce chemin-là, il y a une conscience qui s'installe et ça permet aussi à l'enfant d'explorer cette liberté-là d'expression. Et moi, je dis, enfin, c'est ce que je pense maintenant, ça m'engage que moi. Je me dis que si on laisse l'enfant expérimenter ça, eh bien peut-être qu'il va se dispenser d'années de psychanalyse après. Ah ouais. C'est ton credo. C'est mon credo, oui. Donc ça commence dès la maternité Voilà, j'ai envie de dire que dès que l'enfant sort du ventre maternel où il a passé 9 mois protégé, comment je l'ouvre au monde et comment je lui permets progressivement de découvrir ce monde, mais d'abord dans un cadre sécurisant, donc ça va être bien sûr les bras de la maman, le toucher, voilà, par le toucher corporel, et puis ensuite progressivement dans ce monde, comment je l'installe concrètement dans son lit, comment je l'installe concrètement par terre, comment je le mets dans une position de sécurité
pour qu'ils se sentent à l'aise en toutes circonstances. Donc c'est proprioceptif ou est-ce que la parole a aussi une place dans cette transmission que tu proposes? Oui, bien sûr, la parole a aussi vocation de transmettre quelque chose. Et comment aussi je propose cette parole dans le plus de bienveillance possible, en sachant que, comme je l'ai dit tout à l'heure, on a toujours nos propres peurs. Donc comment je peux me dégager de ces peurs-là pour transmettre à mon enfant, juste dans l'observation, c'est-à-dire que je reviens sur le terrain de la CNV, j'observe une situation, je parle de mon sentiment, comment je me sens, là je sens que ça va être inquiétant pour moi, donc je préviens mon enfant, et ensuite je lui parle de mon besoin. Oui. Et dans cette situation de dyade, il n'y a pas de tiers, quoi. Le tiers, enfin, il y a quand même une sorte de tiers, c'est l'espace de liberté que je laisse à mon enfant et celui que je m'accorde. Voilà. Donc il y a quand même un tiers. C'est de l'intuition, c'est quoi ça justement? C'est justement dans l'observation, c'est-à-dire que la prise de conscience de ce qui est en train de se passer à ce moment-là, et comment j'interviens et pourquoi j'interviens. Si je peux juste marquer ce temps de pause, qui est justement ce tiers-là que je m'accorde, et ne pas intervenir comme dans une relation de ping-pong. C'est-à-dire que je vois l'enfant faire quelque chose, et tout de suite je suis en réaction. Voilà. Je m'accorde ce temps de pause, et je me pose la question de savoir si c'est intéressant d'agir. Je respire ou est-ce que c'est mental? Alors ça peut être, oui, un moyen mémotechnique, c'est peut-être effectivement de prendre une inspiration, si l'enfant n'est pas en danger. C'est-à-dire que si effectivement l'enfant est en danger, j'interviens tout de suite. Parce que là, il y a une notion de sécurité absolue. Et s'il n'y a pas cette notion de sécurité absolue, qu'il n'y a pas de danger particulier, je peux m'accorder ce temps de pause, je respire et je me dis, est-ce que c'est utile que j'intervienne et pourquoi j'interviens? Oui, donc ça c'est très intéressant. Est-ce que tu interviens donc dans le milieu institutionnel? Tu m'as dit être éducatrice à la base. Oui, oui, j'ai une formation d'éducatrice et puis j'ai prolongé en passant une maîtrise en sciences de l'éducation, du développement personnel en passant par la psychanalyse parce que je me rendais bien compte que j'avais une problématique personnelle à régler. Et puis j'ai envie de dire que c'est toute sa vie qu'on apprend, qu'on est en situation d'apprentissage et c'est intéressant de se remettre en cause. Et puis je pense que les enfants sont de grands maîtres pour nous parce que justement ce travail de remise en cause se fait avec nos enfants et les enfants des amis et des voisins. Donc, alors, j'entendais que tu as des grandes filles de 20 ans et des choses qui ont été ratées au début parce que forcément c'est compliqué, quoi. Est-ce qu'il y a encore une ouverture à 20 ans? Est-ce qu'il y a des choses on va y aller? Ce que je trouve intéressant, c'est qu'on peut toujours revenir sur ce qui s'est passé, se pardonner d'abord à soi-même, parce que c'est important de se dire, et j'aime bien à ce propos ce que disait Donald Winnicott, qui est un psychanalyste britannique, qui disait qu'on n'a pu donner que ce qu'on a pu recevoir, et on fait avec le mieux que l'on peut, c'est-à-dire qu'on fait toujours du mieux possible avec ce qu'on a reçu, et se donner de la bienveillance, c'est-à-dire s'accorder aussi cette part de bienveillance en se disant, je ne pouvais pas faire autrement à ce moment-là, et j'ai fait comme j'ai pu à ce moment-là, et expliquer à notre enfant qu'on a fait comme on a pu. Et surtout, dire à notre enfant, et je trouve que ça c'est très important, de dire, excuse-moi si à un moment donné j'ai été désagréable, excuse-moi si je t'ai blessé parce que je ne l'ai pas fait consciemment. Je l'ai fait parce que je pensais que c'était bon pour toi à ce moment-là. Donc il y a du pardon. Il y a du pardon, s'accorder du pardon, et puis laisser aussi la possibilité à l'enfant de nous donner son pardon. Et puis c'est considérer l'enfant, quel que soit son âge, comme une personne. Quel que soit son âge et sa taille, c'est un individu à part entière et on le traite comme une personne. Et non pas comme un petit bout de quelque chose, un petit bout de prolongement. Voilà. Écoute, donc là, dans l'espace des jardiniers, c'est possible, tu étais en CNV, est-ce que tu envisages de proposer cette spécificité que tu as? Parce que ce serait intéressant dans un cadre où nous venons avec nos enfants, nos adolescents, ou nos enfants qui sont grands aussi, c'est aussi le cas. Est-ce qu'il y aura des ateliers tournés vers les parents, vers les enfants? Alors oui, j'ai envie de dire que ce qui m'intéresse, c'est maintenant de mettre ça en pratique et de permettre que ce soit aux enfants comme aux adultes et même aux grands-parents, puisque je me rends compte qu'il y a des grands-parents qui sont aussi intéressés, de leur proposer justement des jeux de rôle ou des situations pratiques pour voir comment je réagis à ce moment-là, quand il se passe quelque chose, comment je me sens moi à ce moment et qu'est-ce que je peux faire comme proposition aux enfants. Et donc ça passe bien sûr par le jeu de rôle, une situation pratique qui nous permet de voir comment on peut se sortir de cette situation et éviter de la reproduire si c'est possible. Donc l'intérêt c'est effectivement de proposer des ateliers. Voilà. Alors ici donc atelier, mais quoi de particulier justement pour maturer un processus que tu es en train aussi
une méthodologie ou quelque chose que tu es en train d'élaborer. Pourquoi ici, jardiner c'est possible? Parce que après tout, tu peux le faire à la crèche, tu peux le faire à l'école, tu peux le faire... Oui, alors je trouve qu'ici, il y a quand même une fabuleuse pépinière de choses qui sont possibles. Et j'ai l'impression qu'on est un petit peu comme des semeurs. On sème des petites graines. Et puis, en fonction de chacun, on a envie d'arroser cette graine ou pas, ou on a envie de la laisser poser. Et c'est à chacun de prendre ce qu'il a envie de prendre, mais sans obligation. Il y a des propositions, des terrains justement de possible, et c'est à chacun d'y prendre ce qu'il a envie d'y prendre, sans caractère obligatoire. Et comme c'est justement dans un cadre festif et ludique et estival, il n'y a pas d'obligation. Il y a le respect du rythme. Il y a le respect de chacun, de prendre ce qu'il a envie de prendre. En même temps, je pense qu'il faut être vigilant à ne pas faire du picking, parce que sinon, on serait dans une consommation de propositions qui sont tellement vastes. Oui, il y a 80 ateliers cette semaine, voilà, je crois. Voilà, c'est énorme. Donc, voilà, il y a une espèce de vertige en même temps de tout ce qui est possible. Et c'est tellement intéressant, tellement riche que on se sent appelé par tout ce qui est Est-ce que les enfants le proposé. vivent, ça? Alors j'ai l'impression que les enfants sont beaucoup plus centrés que nous, et que quand les enfants, et moi je l'ai très souvent observé quand les enfants sont en train de jouer, et je ne sais pas si vous avez déjà observé un enfant qui joue, il est dans son jeu, complètement absorbé, peu importe ce qui peut se passer autour, il est complètement dedans. Voilà. Alors que nous, on a tendance à papillonner parce qu'on a l'impression qu'on va rater quelque chose. Alors que l'enfant, il n'a pas cette sensation de rater. Il est dans... Et Maria Montessori parlait d'esprit absorbant de l'enfant. C'est qu'il est complètement pris par ce qu'il est en train de faire. Et le reste n'a aucune importance. Et je trouve qu'en cela, les enfants sont de grands maîtres pour nous, parce qu'ils nous apprennent énormément de choses. On va leur demander d'animer. Et nous remettent en question. Je trouve ça très intéressant. Justement, le travail avec les enfants m'a toujours, moi, permis cette remise en question, parce qu'on nous pose des questions. Et pourquoi tu fais ça? Et pourquoi tu dis ça? Et pourquoi hier tu m'as dit ça, qu'aujourd'hui tu dis une chose différente? Voilà, ça nous permet de nous resituer et d'être cohérents avec notre discours. Donc, merci pour les enfants, parce que je trouve que ce sont de grands maîtres. Est-ce que tu voudrais dire autre chose, puisque je pense que tu... Alors moi, ce que j'ai envie de rajouter, c'est que la première chose à faire, c'est d'abord de se donner de l'amour, parce que la première chose qu'on a à faire, c'est à se pardonner soi-même et à se donner beaucoup de bienveillance pour qu'on puisse en donner. Si je me donne suffisamment d'amour, je remplis ce que j'appelle mon réservoir émotionnel. Il est complet, il déborde, et par vague, il va, je dirais, envahir le reste, y compris les enfants qui vont être dans cette situation de mimétisme et qui vont faire la même chose. Effet miroir. Voilà, tout à fait. Donc soyons bons avec nous-mêmes avant d'être bons avec les autres. Écoute Annie, je te remercie pour cette leçon de sagesse. Merci, merci. Et puis à bientôt. À très bientôt. Au revoir Myrtille. Au revoir.